suis un vendeur de coke à la base. Voilà, avec ça qui rapporte. Et on voit toujours armé ici de toute façon. Parce que vous avez bien vu, il y a des gens qui pendent à tout va, vous tombez sur psychopathe et pendent pour rien. Vous avez toujours un truc sur vous là? Bien sûr. C'est pour votre propre sécurité. C'est quoi que vous avez? C'est pour récupérer la petite seconde. C'est quoi alors ça comme arme? 11,43. Voilà. C'est l'arme des voyous ça? C'est l'arme des Marseillais. Hein. C'est banal, en plus à Marseille les armes ça ils sont arrivés, c'est banal. Je suis tout le temps armé, des fois j'ai un petit 22, j'ai un petit 35 sur moi, après ça dépend des jours. Marco a 32 ans. Il habite une cité de Marseille. Il est sorti de prison il y a 2 ans et s'est lancé dans la cocaïne. Il ne vend que par kilo. Je suis rentré en prison, j'étais cambrioleur, j'étais un casseur de magasin. Après je suis devenu braqueur, après je me suis mis dans la drogue. On a l'impression qu'à Marseille, c'est particulièrement chaud quand même. Hein. C'est chaud de partout, c'est comme ça. Après, vous faites attention à la police, il y a la police, après, bon, il y a la concurrence, après, il faut payer les fournisseurs dans les délais, surtout si tu te fais avancer, c'est tout un bordel, parce que ça ne pardonne pas, c'est comme ça, tu es obligé de regarder derrière toi tout le temps quand tu marches. Si Marco est armé, c'est avant tout pour défendre son business. Oh, demain, excuse-moi, tu manques d'un kilo, mon pote. C'est ta vie, c'est comme ça, c'est une question aussi de respect, moi tu me mérites pas, c'est comme ça, moi je te fais confiance, je vais pas me méfier, attends. Le trafiquant réclame le respect, mais ça ne l'empêcherait pas de faire un coup tordu, à l'occasion. Moi demain, tu fais une transaction de 10-15 kilos de coke, moi je te mets une balle dans la tête, je vais pas te payer, c'est la vérité. C'est un monde d'enculé, donc dans le pédasse de la drogue, c'est un monde d'enculé, donc. Bienvenue à Marseille. Sa bonne mère, son vieux port et son milieu criminel. Les règlements de compte à l'arme de guerre ensanglantent la ville. 20 morts en 2013, plus de 70 en 5 ans. Comment s'explique cette hécatombe? Pendant 1 an, Jérôme Pierrat et Sébastien Toen se sont immergés dans les quartiers de la pègre de Marseille. Jérôme Pierrat enquête sur le grand banditisme depuis plus de 20 ans. Sébastien Toen est connu comme humoriste et chroniqueur à Canal+, mais il a grandi en partie à Marseille. Il connaît bien la face cachée de la ville. Ensemble, ils ont rencontré les caïds de l'ancienne comme de la nouvelle génération. Scorpion, Uzi, il y a de tout à Marseille. Je rêve des petits enfants qui sont déjà millionnaires. Drogue, armes, vol, jeux clandestins. Jérôme Pierrat et Sébastien Toen dévoilent les facettes de la criminalité marseillaise, ses territoires et ses règles. Il est 22h30. Nous partons en direction des quartiers nord de Marseille. Chaque soir, au pied des immeubles, le business de la drogue tourne à plein régime. Nous avons obtenu l'accord d'un réseau pour venir filmer. La condition, ne pas dire où la cité se trouve précisément. C'est l'un des hauts lieux du trafic. À l'entrée du quartier, nous découvrons une silhouette dans la pénombre. Le guetteur. Il a 19 ans. Son rôle, donner l'alerte en cas de problème. Ah, vous faites quoi ici? Après, le charbonneur de l'entrée des Condés. Hein. C'est-à-dire, vous êtes quoi? Ce qu'on appelle les guetteurs, là, c'est ça? Ouais, ça. Ah, toi, tu restes là, toute la journée? Ouais. De quelle heure à quelle heure tu fais ça? Bah, ça dépend. Hein. Là, c'est... 10h, 1h à peu près. Un peu plus loin, voici le charbonneur. Il attend le client devant l'entrée d'un immeuble. Mais tu fais quoi ici, toi? Je charbonne. C'est-à-dire? Je vends du shit. D'accord. La résine de cannabis. Tous les jours, tu vends ici? Tous les jours, je suis là. De 11h à 1h. Et si c'est un client, il passe quand c'est la police ou... Quand c'est la police,
Tu entends le mouacha, le guetteur il me fait un signe. Acha, le mouacha. Ara, c'est quand ça craint? Voilà, c'est comme ça que c'est là. Le mouacha, c'est comme tu entends le mouacha, il faut gérer. À l'entrée du quartier, notre première caméra continue de filmer le guetteur. Et tu touches combien là pour faire ça? Ça reste entre moi et la personne. Hein. Quand soudain, un véhicule qu'il ne connaît pas entre dans la cité. Une voiture blanche. L'alerte est donnée. Le guetteur va rejoindre le charbonneur. Si c'est la police, ils doivent se cacher au plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Le comté, ils ont cavalier derrière, parce qu'on a l'habitude. On a l'habitude. Et là on est planqué, c'est bon, ça crame pas. Fausse alerte. Personne ne les a suivis. C'est bon là, tu crois? En cas de problème, les dealers peuvent toujours se réfugier dans des appartements de complices. Ce jeu du chat et de la souris avec la police, c'est le quotidien du réseau. Ces dernières années, la vente de drogue s'est enracinée dans les cités du nord de la ville. Aujourd'hui, ces quartiers sont devenus l'épicentre de la criminalité. À Marseille, les cités populaires sont concentrées dans les quartiers nord. Ils s'étalent du 13e au 16e arrondissement. 250 000 personnes y vivent, soit un tiers de la population. Un habitat hétéroclite, fait de tours, de petits immeubles et de bars, sortis de terre à partir des années 50. Un groupe d'HLM baptisé Les Oliviers vient d'être inauguré à Malpasset dans la ZUP nord de Marseille. Prévu pour 18 mois, le chantier a été terminé en 15 mois et demi. Les Ces immeubles, construits à la va-vite, doivent absorber l'afflux de main-d'œuvre immigrée. Les appartements tout confort HLM sont présentés comme un progrès. Ils permettent de résorber les bidonvilles. Mais ces quartiers construits en périphérie sont très isolés. Les transports en commun sont rares. En quelques années, ces cités prennent des allures de ghetto. En particulier pour les plus jeunes qui n'en sortent pas. Tu n'es donc pas parti en vacances cette année? Non, je suis pas parti, mais on voudrait y aller, mais ça coûte trop cher. Non, je suis jamais parti encore. Est-ce que tu penses Des de temps fois, en temps? mais pour un jour. Est-ce que tu penses de temps en temps à tes petits camarades qui eux sont en Oui. vacances? 40 ans plus tard, ces quartiers demeurent à part. D'ici, il faut plus d'1 heure de transport pour rejoindre le centre-ville. La cité la plus emblématique des quartiers nord, la plus grande, c'est la Castellane. 1300 logements et plus de 7000 habitants. La Castellane date de 1973. Elle devait être une cité de transit où l'on ne reste pas. Mais la fermeture des usines a fait exploser le chômage et condamné les gens à rester vivre ici. Christian a 35 ans. Tu entraînes toujours, toi? Ouais. Il a grandi à la Castellane. Boxeur amateur, il veut aider les jeunes du quartier. Il rêve d'ouvrir ici une salle d'entraînement. Ça va, petit champion? D'où est-ce qu'on est? Centre social, qu'est-ce qu'on a fait? La boxe. Voilà. Je peux compter sur toi? Je peux compter sur moi? Ça marche. Ça va? Bon, toi, tu assures sa sécurité. Parce que moi aussi, j'étais nouveau ici. C'est vrai, tu me rappelles que je suis arrivé, j'avais que 9 ans ici. Ah ouais? Ici, je me battais, je savais pas pourquoi. Mais de me battre et d'être souvent gagnant, ça m'a donné une place dans ce quartier. Christian n'a jamais été impliqué dans le trafic de drogue. Tu veux pas me dire bonjour? C'est quoi ça? Mais dans sa jeunesse, il était vu comme la terreur de la Castellane. Toi, tu fais un bisou au papa? Il a fait de la prison et on lui a même tiré dessus. Ici, il connaît tout le monde. Depuis des années, Bonjour. il voit la pauvreté s'accroître. Tu vas bien? Il en veut au pouvoir public d'avoir abandonné son quartier. On nous a laissés entre nous. Voilà, il se passe ce qui se passe, mais il faut arrêter de dire qu'il y a du social, il faut arrêter de dire qu'il y a la police de proximité et tout ça. Il n'y a pas. Après,
La fracture, c'est que pour essayer de se manifester, de réveiller les esprits, de faire qu'il y ait quelque chose qui change, mais pour tout le monde, ça apparaît comme un combat monumental, puisqu'il faut déjà payer son loyer, il faut déjà se nourrir, s'habiller, et après, il faut commencer à revendiquer « je suis », ou « je crois en ça », ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous pousse à vous investir autant dans la représentation ou l'expression capillaire? Par exemple, il y a Julien là. Julien, il a une qualité de cheveux irréprochable. Est-ce que tu as trafiqué? Voilà, c'est naturel. Voilà, maintenant, messieurs, par quel effort vous êtes passé pour avoir les cheveux si lisses? Moi, ouais. Comme ça. J'aime bien défriser les cheveux parce que le matin, c'est dur à peigner. Défends tes idées. C'est dur à peigner. Christian s'inquiète pour les plus jeunes. Comment leur offrir une perspective d'avenir quand un adulte sur deux est ici au chômage? On a participé à encadrer les jeunes, souvent les plus difficiles, parce qu'à l'époque, on prenait même les plus difficiles. Voilà. Aujourd'hui, ces jeunes difficiles, ils font quoi? Ils ont créé tous leur petite entreprise. C'est-à-dire que les plus gros tempéraments, les énergies les plus fortes, soit ils s'investissent dans la marginalité, soit ils réussissent, ils quittent le quartier, ils ne regardent pas en arrière, c'est tout. En juin 2013, la police a saisi à la Castellane 1 300 000 € en petites coupures et 53 kilos de cannabis. Ici, comme dans tous les quartiers nord, le seul business florissant, c'est le trafic de drogue. De jour comme de nuit, des centaines de clients viennent se ravitailler dans ces quartiers. Nous avons demandé à un habitué de filmer pour nous en caméra cachée. Il arrive à pied dans une cité du 13e arrondissement. À l'entrée, le guetteur, assis sur une chaise, contrôle les voitures. En bas de l'immeuble, 3 autres guetteurs surveillent. Le deal se passe dans l'escalier. Les charbonneurs ont carrément squatté le palier du premier étage. 3 chaises font office de guichet. Le charbonneur lui donne une barrette de 6 grammes de cannabis contre 30 €. La transaction dure 30 secondes. Derrière, 2 autres clients attendent leur tour. Des points de vente comme celui-ci, il y en aurait plus d'une centaine à Marseille. Un business qui engendrerait des millions d'euros par an. Chaque réseau respecte une organisation hiérarchisée. Au bas de l'échelle, le guetteur. Au-dessus, le charbonneur ou dealer, celui qui vend. Ils sont employés par le gérant qui tient le commerce. Au sommet, le patron, celui qui apporte la marchandise de l'étranger. Le gérant d'un réseau implanté dans une cité des quartiers nord accepte de nous parler. Il nous donne rendez-vous un soir dans un sous-sol d'immeuble. Il nous reçoit dans une cave qu'il considère être son bureau. L'homme a 27 ans. Il a débuté dans le trafic à l'âge de 14 ans. De guetteur à gérant, il a gravi tous les échelons. Il ne se vit pas comme un criminel, mais comme un commerçant. Vous êtes quoi? Vous êtes gérant d'un réseau? C'est ça, gérant d'un réseau. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'être gérant d'un réseau? En fait, je suis là et je m'occupe du réseau. Je m'occupe de tout, du recrutement, du paiement, de la surveillance, le dealer quand il a besoin du ravitail, du shit, du ramène. Tous les 2 heures, je passe prendre l'argent. Ça prend de quelle heure à quelle heure une journée de travail d'un gérant? Ça prend de midi à minuit. J'ouvre le réseau, je ferme le réseau. Demain, je me lève, c'est pareil, rebelote, de midi à minuit, blablabla. Et dans cette histoire, là, on parlait de guetteurs, les policiers. Le week-end, par contre, j'ai oublié de préciser, le week-end, on ferme à 3 heures du matin. Ah oui, c'est plus. Les horaires, c'est plus tard. Vendredi, samedi soir, soir de fête, on fait des extras. Vous gérez une petite entreprise, en fait, une PME. Ah, on va pas dire petite, on va pas trop dire petite quand même. Alors, au-dessus de vous, il y a quoi? Il y a le propriétaire du réseau, il y a le C'est patron. ça, il y a le patron du réseau, c'est ça. Il vient tous les mois, il récupère ses grosses enveloppes et il repart en vacances. Et en dessous de lui, c'est moi. Lui, vu qu'il est jamais là, il est toujours en vacances, donc entre guillemets, on peut dire que c'est mon réseau. Dans son réseau, il y a 2 dealers et 4 guetteurs. Les équipes tournent, ce n'est pas toujours les mêmes. C'est le patron. Le gérant s'occupe aussi de la gestion du personnel. Vous, quand vous recrutez, quand vous embauchez, justement, c'est quoi? C'est des jeunes qui viennent vous voir ou c'est vous qui repérez des mecs que vous... Non, c'est des jeunes qui viennent me voir, c'est des petits jeunes du quartier. Parfois, ça m'arrive de mettre des gens que je connais pas.
C'est le copain du copain. Voilà, quand j'ai besoin, c'est voilà. Et ça tourne, ça tourne beaucoup, les employés? C'est-à-dire, est-ce que ça change souvent? Est-ce que les gars, ils font ça un temps, puis après... Ouais, il y en a qui viennent, ils veulent partir en vacances, ils ont besoin de 400-500 €, ils viennent, ils gâtent un peu, ou ils disent un peu, ils prennent ses sous, ils repartent en vacances, ils font un peu d'argent, ils s'achètent un scooter, ils refont un peu d'argent, ils s'achètent des habits. Et quand un client vient ici, vous faites le trafic avec lui, il revient, et les habitués? Ouais, bien sûr, il vient, il rentre, il achète sa marchandise, il repart, voilà, sans plus, mais on parle avec lui, on n'a pas trop grand-chose à se dire aussi. Après, voilà, il vient, il prend ce qu'il achète, et voilà. Vous imaginez si le patron de Carrefour, chaque client devrait parler avec lui, ils n'en sortiraient pas. Ben, ici, c'est pareil. Le gérant nous montre maintenant la sacoche qu'il donne au dealer pour sa journée de travail. Ah, c'est ça qu'on appelle la fameuse sacoche, là, dont on entend parler tout le temps, là. Tout est prêt pour la vente. Les doses individuelles sont mises dans des sachets plastiques. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est des pochons à 50 €. Alors vous, dessus, vous avez marqué quoi? Vous avez marqué combien ça? C'est que ça, c'est la pochette, elle est à Dessus, 300. le gérant a inscrit la somme que devra lui rendre le dealer. Après, là, vous avez des morceaux. Alors ça, c'est le hashish, ça. Ça, c'est donc l'herbe, et ça, c'est le hashish. Sur la table, une dizaine de sachets, chacun d'une valeur de 200 à 300 €. Attention quand même de ne pas le casser, sinon vous allez être obligé de le payer. D'accord, oui. Toute marchandise touchée est achetée. Toute marchandise cachée, cassée est achetée. Touchée quand même pas. Ok. Ça, c'est quoi? C'est pour une journée? C'est pour combien de temps? Non, c'est pas pour la journée, ça dure à peu près une petite 2 heures, 3 heures. Ça, c'est pour les 3 heures à venir. Voilà. Donc ça, en gros, c'est ce que vous allez donner, vous, au dealer. Et je vais lui donner là, qui va finir la soirée avec. Alors, si ça, c'est pour 2 heures, vous en vendez combien par jour? Normalement, je ne vous le dis pas, mais on va dire on tourne à peu près entre 12 000 et 13 000 €. La journée? La journée. Ouais. Là-dedans, il y a que des Dans son sac, des kilos de marchandises qu'il doit encore préparer. Ah oui, ça, c'est pour le charbonneur de ce soir. Il y a combien, alors, dans le sac? Là, il y a à peu près 2, 3, il y a 6 kilos et demi. 6,5 kg de cannabis. C'est ça. Plus ce qu'il y a sur la table. En tout, Et alors ça, il y en a ici pour plus de 20 000 €. Ça va sécher, vu que je vais pas le couper aujourd'hui. Comme dans une société, le gérant est intéressé au chiffre d'affaires. Ça dépend, je me fais un peu de détail moi-même. C'est-à-dire? Ben, au plus ça marche, au plus je suis payé, quoi. On va dire à peu près que je fais des moyens à 8 000, 9 000 €. Sans en abuser. Ouais, sans impôt, sans rien. Sans impôt, sans rien. Selon le code pénal, le gérant risque jusqu'à 30 ans de prison comme exécutant d'un trafic de drogue en bande organisée. Il sait qu'il joue gros, mais il n'est pas question pour lui d'arrêter. L'appât du gain est trop grand. L'argent, c'est la motivation de tous ceux qui rentrent dans les réseaux. Mais ils sont peu nombreux à toucher le jackpot. Nous sommes allés voir les petites mains du trafic. Les dealers, les guetteurs, ceux pour qui travailler dans un réseau s'apparente plutôt à de la survie. Nous rencontrons un charbonneur, en pleine préparation de sa marchandise. Qu'est-ce que vous préparez, là? Là, c'est des morceaux à 10. À 10 €? Ouais. Il coupe lui-même les morceaux de résine de cannabis qu'il va vendre. Je vais vite fait faire 2 ou 3 morceaux à 30. J'ai arrêté l'école, j'avais 14-15 ans, voilà. J'ai essayé de faire une formation, ça n'a pas marché. Et voilà, j'ai trouvé ça, j'ai commencé à vendre des shit pour des gens. Et de là, j'ai pas lâché le morceau. Jusqu'à maintenant, j'en ai 24. Et franchement, c'est pas facile, hein. Un charbonneur comme lui gagne entre 100 et 200 € par jour. Ces 10 dernières années, il a travaillé dans plusieurs réseaux des quartiers nord. Bon, c'est plus facile de trouver un endroit où charbonner que d'aller trouver du travail, hein. Ça c'est sûr. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent toujours des gens pour travailler pour eux? Ils cherchent pas, c'est toi tu cherches. C'est nous, c'est le manque d'argent. Pour charbonner, il faut pas un diplôme pour aller dans un quartier nord charbonner n'importe lequel. Si tu veux vendre, tu sais très bien les risques. C'est un boulot qui est considéré comme normal, enfin banal plutôt. C'est pas un boulot, c'est une galère. C'est une galère considérée banale, ouais.
Aujourd'hui, il voudrait quitter cette galère et trouver un véritable emploi. Ouais, j'en ai marre parce que ça rapporte pas grand-chose, à part la prison et un peu de survie. C'est la survie. Sinon, s'il y avait mieux à faire, comme être comme vous derrière la caméra, je le ferais. Hein. Ça veut dire prends ton joint, fume-le si tu es un fumeur. Et va travailler. Ne te casse pas la tête. Vous êtes allé en prison? Non. Jusqu'à maintenant, ça va. C'est pour ça, il faudrait que j'arrête au plus vite avant que, tu sais, parce que ça y est, j'ai déjà passé mon temps là. Comme vendeur, il peut être condamné au plus à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais le risque n'est plus seulement de se faire coincer par la police. Aujourd'hui, c'est aussi de se prendre une balle. Marseille, secoué par les règlements de compte. Hier soir, c'est selon cette même méthode qu'a été tué par balle. À Marseille, la concurrence entre les réseaux fait des morts, par dizaines. Depuis 2009, plus de 70 jeunes ont été tués par balle. Des règlements de compte à coups d'armes de guerre. En 2010, une fusillade marque les esprits. Elle a lieu au cœur de cette cité du 13e arrondissement, le Clos-la-Rose. Jean-Michel, dit Michou, un jeune guetteur de 16 ans, est abattu. Au pied d'un bâtiment de cette cité nord de Marseille, des dizaines de douilles. Elles témoignent de la violence de ces règlements de compte à l'arme lourde. Hier soir, vers 22h, 2 voitures s'arrêtent au pied de ces immeubles. 5 hommes cagoulés armés de Kalachnikov ouvrent le feu. Dans les quartiers, les guetteurs sont en première ligne. Ce sont eux que l'on voit le plus sur le terrain. Comme ils n'ont pas de marchandises et qu'ils sont souvent mineurs, ils bénéficient d'une quasi-impunité devant la justice. Mais la fusillade du Clos-la-Rose montre qu'ils peuvent devenir des cibles. Un jeune guetteur de 16 ans, lui aussi du 13e arrondissement, accepte de nous parler de son quotidien et de ses peurs. Il est rentré dans un réseau il y a 1 an, après avoir quitté l'école. Il gagne entre 60 et 120 € par jour. Est-ce que toi, en tant que guetteur, même si tu es en bas de l'échelle du réseau, tu as des responsabilités? Si tu rates un signal, qu'est-ce qu'on te dit? T'es puni, t'es jugé, t'es quoi? J'ai des grosses responsabilités. Et si, exemple, je rate les civils et ils prennent le vendeur, c'est à moi de rembourser tout ça. On ne rembourse pas directement, on travaille pour eux. Gratuitement? Gratuitement, voilà, comme des chiens. Tes proches, ils savent que tu es guetteur? Non, ma famille, ils ne savent pas. Peut-être mon cousin il sait, mon oncle il sait. Mais ton cousin et ton oncle, ils disent quoi? Ils me disent rien, ils sont passés par là eux aussi. Mais t'as envie de passer les étapes, t'as envie d'être gérant, t'as envie d'être... C'est mieux. C'est mieux d'être gérant, vu que tu touches plus d'argent. Mais je veux trouver un boulot et arrêter tout ça. Parce qu'il y a un gros risque dans tout ça. Vas-y, les risques, toi, t'as peur de quoi aujourd'hui? Ça fait peur de mourir jeune. J'ai 16 ans. Et un guetteur, il peut mourir? Il peut. Oui, il peut mourir. Si, exemple, le réseau il est en guerre avec l'autre, te tue directement. Cette flambée de violence s'explique par la multiplication des réseaux de drogue. Entre eux, la concurrence fait des ravages. Jacques Dallest est procureur de la République. Il vient de passer 5 ans à Marseille. Il a vu les réseaux prendre les armes, d'abord pour défendre un business très lucratif. D'un coup, vous n'avez rien et vous pouvez tout brasser 10 000, 20 000, 50 000 € en espèces. Donc tout de suite, les gens disjonctent en voyant autant d'argent aussi facilement gagné. Et quand vous avez de l'argent et de la cam, vous allez être une cible parce que vous êtes un coffre-fort, quoi. Et on peut vous attaquer pour vous piquer l'argent, pour vous piquer la marchandise. Donc déjà, ce type de criminalité, de délinquance, suscite la convoitise. Le procureur a vu les règlements de compte à l'arme de guerre débuter en 2009. Depuis, c'est l'escalade. Les caïds des quartiers n'hésitent plus à dégainer. Entre ceux qui ont piqué le territoire de l'autre, ceux qui sont incarcérés et qui vont commanditer un assassinat depuis leur prison en disant « il m'a pris ma place, on le tue », celui qui sort de prison en disant « maintenant je reprends ma place
on va le tuer, parce qu'il va gêner le repreneur. C'est un peu comme une activité économique. Vous savez, il y a une petite entreprise, il y a un repreneur, il y a un marché, il y a des clients. Sauf que la concurrence, là, elle se règle à coups d'armes à feu et pas autrement, pas devant un tribunal de commerce. Et c'est moi ce qui m'a marqué pendant ces années à Marseille, c'est que la plupart des victimes, c'était la plus jeune 16 ans, l'affaire du Clos Larose. La moyenne, c'est 20, 21 ans, 25 ans, rarement au-dessus de 25 ans. Donc des gens jeunes, et on peut penser que les tueurs sont également jeunes. Ces jeunes ne font pas partie du grand banditisme. Et pourtant, ils utilisent ces méthodes expéditives. Un nouveau règlement de compte dans le milieu marseillais. La nuit dernière, 3 corps ont été retrouvés dans une voiture incendiée. Les 3 corps étaient installés sur la banquette arrière du véhicule. Une Audi A3 retrouvée cette nuit entièrement carbonisée. Le toit a dû être découpé pour extraire les cadavres. C'était une exécution. L'autopsie révèle que les corps sont criblés de balles. La voiture a été brûlée pour effacer les traces ADN. Dans le milieu, on appelle ça la technique du barbecue. Les victimes, 3 jeunes. Sony, 20 ans, son cousin Mohamed, 19 ans, et leur copain Nouri, 20 ans. Tous les 3 viennent d'une petite cité des quartiers nord, les Micocouliers. Ici, pas de tour de 20 étages. Des petits immeubles dans la verdure. Une résidence en apparence calme, juste troublée par le chant des cigales. Nous y retrouvons Nadia, la mère de l'un des 3 jeunes exécutés. Elle habite ici depuis près de 20 ans. Elle y a élevé seule ses 2 fils et sa fille. C'est joli, c'est beau, c'est vert, mais c'est complètement pourri. Il y a un noyau pourri. Voilà. Car ici, malgré les apparences, le trafic de drogue mine la cité. Un réseau s'est installé en plein cœur des Micocouliers. Je suis tombée dans un traquenard, vraiment. Là, c'est un traquenard. Et tant que ça ne s'arrête pas, ces réseaux, je crois que ça ne s'arrangera pas. Au départ, la mère de famille ne comprend pas d'où vient le danger. Mon fils, mon neveu. Alors qu'ils ont une dizaine d'années, son fils Sony et son neveu Mohamed sont approchés par des plus grands. Ça commence par des cadeaux. De tout petit, déjà, il me les a pâtés. Alors, il les a pâtés, il leur offrait une paire de baskets. Alors, pour eux, c'était des grands seigneurs, tous ces gens-là, tous ces grands qui leur proposaient, qui leur offraient tout, qui leur payaient tout. Moi, quand ils ont commencé à leur acheter des affaires, je me suis dit, c'est des braves gens, ça, ils sont gentils. Ils ont vu que j'étais seule, que je ne travaillais pas, que j'étais seule avec mes enfants. Mais c'est après que j'ai compris. C'est après, quand j'ai vu que mon fils, après, il ne me rentrait pas le soir, qu'il restait trop longtemps et qu'il était toujours avec eux, et ils l'ont embrigadé. Sony arrête l'école à 15 ans. Il entre dans le réseau comme guetteur, puis devient dealer. À 17 ans, il est arrêté et passe 2 ans en prison. À sa sortie, il a de l'ambition. Le réseau des Micocouliers est tenu par une équipe d'un quartier voisin, Bassins. Sony ne veut plus travailler pour eux. Il veut diriger le business dans sa cité. Une provocation pour les gars de Bassins. Un jour, mon fils, il est venu m'attraper, il m'a dit « Maman, assieds-toi, je vais te dire quelque chose, mais ne t'affole pas. » Je ne m'affole pas, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Et je me suis battue avec un mec, et ce mec, ben, il a mis un contrat sur moi, à savoir 150 000 €. Il me dit, c'est un tel qui est venu me le prévenir. Il a dit, méfie-toi, il y a un contrat sur toi. 3 semaines plus tard, le jour de Noël, Sony et ses 2 copains ont rendez-vous pour acheter du cannabis en gros. Ils doivent retrouver leur fournisseur dans cette école désaffectée à Bassins. C'est un guet-apens. Sony, Mohamed et Nouri sont abattus, puis leurs corps sont brûlés. 4 suspects sont arrêtés pour ces meurtres. Ils viennent de la cité Bassins
ce sont des proches de Sony et de sa famille. Certains d'entre eux, je les ai hébergés. Ils sont rentrés chez moi, ils ont mangé chez moi, ils ont dormi chez moi, ces gens-là. Et quand on pense que des gens aussi proches peuvent commettre des actes aussi horribles, j'arrive pas à le concevoir. C'est trop dur. Trop dur. À imaginer ce qu'ils ont fait. Mais vous vous rendez compte? Mettre le feu, pourquoi ils mettent le feu? Pourquoi brûler des corps? Ils ne pensent pas aux familles. Quand ils tuent, ils prennent des enfants comme ça. Les familles, ils n'y pensent pas. Les mamans, je ne suis pas la seule dans cet état. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a plusieurs mères comme ça qui se... Aujourd'hui, Nadia voudrait quitter le quartier. Elle a peur pour ses autres enfants. Elle a demandé à être relogée, loin d'ici. En 2013, 20 jeunes ont été tués par balle à Marseille. Une hécatombe facilitée par l'arrivée massive d'armes de guerre dans les quartiers nord. Depuis quelques années, se procurer un pistolet automatique ou une Kalachnikov n'est plus réservé au grand nom du banditisme. Comment ces armes arrivent-elles à Marseille? Est-il aussi facile qu'on le dit d'en trouver? Pour le savoir, nous allons chercher à acheter une Kalachnikov. Nos contacts nous proposent de rencontrer un homme qui joue les intermédiaires. Il est méfiant. Après 2 rendez-vous ratés, il accepte de nous voir, mais loin de sa cité. Salut, bien, et toi? Nous, l'idée, c'est de voir comment on peut se procurer des armes. Si c'est simple, pas simple... C'est jamais simple, mais bon. J'ai les contacts qu'il faut, moi. J'ai des mecs qui ramènent ça, quoi. Je peux avoir des scorpions, des pistolets, des mitrailleurs, des bazookas, des kalash. Kalash? Bah, nous, on voudrait, voilà, pour être franc, on voudrait acheter une kalash pour voir un peu si c'est facile à avoir, parce que c'est comme ça l'idée. Hein, voilà, c'est les contacts qu'il faut. Et d'après toi, c'est combien de temps pour avoir un... Moins 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines? 15 jours, 3 semaines, facile. Et ça vaut combien? Faut compter 2500, 3000 euros. 2500, 3000 euros. Et avec ça, on a les balles, on a tout. C'est ça à peu près le truc. Bon. Et alors nous, le gars qu'on va voir, c'est qui exactement? C'est un contact que j'ai, voilà. Un mec qui fait tous les quartiers du Nord. Qui font le Marseille, quoi. Moi, je vous mets en contact, après vous voyez avec lui, quoi. D'accord. Bon, bah, salut. Ciao. Nous devrons attendre plus d'1 mois avant de décrocher le rendez-vous avec le vendeur. Il faudra payer cash le prix de la Kalachnikov, soit 3000 euros. Un soir, il nous reçoit dans un box, quelque part dans les quartiers nord. Je vois que vous avez l'outil, l'engin. Le bébé. Le bébé, ouais. AK-47, la famille. Voilà, tu as les balles, 2 chargeurs, 30 balles, un moped. Et ils sont garnis là, ouais. Et pas chargé, c'est clair. Cette Kalachnikov vient d'un pays d'ex-Yougoslavie. C'est l'origine de la plupart des armes de guerre qui arrivent clandestinement en France. Ce vendeur ne se rend jamais lui-même dans les Balkans. Il est le dernier maillon d'une filière. Non, moi je ne sais pas. Vous n'allez pas... Pas jusque-là. C'est moi je la récupère des gens qui y vont apprendre là-bas. Une fois que ça arrive à peu près à la France, on est là. Avec tout ce qui se passe, ça arrive quand même encore assez facilement. C'est-à-dire il n'y a pas une pression policière, c'est pas plus dur. C'est un peu dur, c'est un petit peu dur. Hein. En fait, c'est quand tu passes les douanes et tout, hein. C'est un peu dur. Et voilà, après normal. Hein. Où tu vas pas. Ça revient comment? Dans des véhicules aménagés, des trucs comme ça On me demande des trous, je peux pas vous dire. D'accord, bon. C'est une arme de guerre. Est-ce qu'on peut trouver à Marseille d'autres armes de guerre? Si. Scorpio, tout. Là, tu me ramènes 3000 euros, je te ramène un micro easy. Tu veux un 43, je te l'amène. De toute façon, si un d'entre nous... L'homme s'est lancé dans la vente d'armes il y a 4 ans. Il reconnaît qu'en ce moment, il a du mal à faire face à la demande.
Vous bossez comment? C'est à la commande? C'est-à-dire vous avez un stock ou est-ce qu'il y a... De temps en temps, un stock, comme de temps en temps, c'est la commande en fait. Parce que des fois, on n'a pas assez pour tout le monde. Et c'est trop demandé. Ouais, il y a une grosse demande. C'est dur à Marseille, des fois. Tout le monde raffole avec. Ça se tue pour rien. Avant, j'en prenais une à 1005. Après, ça a augmenté à 2000, 2005, maintenant 3000. Ça va vite. Et la personne, elle est pressée, elle veut 3000, maintenant elle te donne même 3005. Tellement elle est pressée, elle veut vraiment faire ce qu'elle a à faire. Et voilà. En fait, tu as ta calache à Marseille, tu es quelqu'un. Ah ouais, d'accord. Personne va jouer avec toi. Parce qu'ils savent que des mecs, tu peux arroser, quoi. Les clients qui vous achètent ça, c'est quoi? C'est que des mecs qui sont dans les stupes? C'est que des trafiquants de stupes, quasiment? Ça dépend, hein. Des fois, il y en a un, il vient, il pète un plan, il te dit une fois un calibre, du jour au lendemain. Ouais, et puis j'imagine de toute façon, vous demandez pas pourquoi. Ah non, moi je demande rien, moi, je cherche pas ça. Vous pensez faire ça longtemps? Jusqu'à que j'ai assez d'oseille pour me tirer d'ici. Que je ma vie là avec mon bon Mercedes, avec l'habillage qui va sur le côté. Comme lui, il serait une petite dizaine à Marseille à vendre des armes de guerre. Il risque de 7 à 10 ans de prison et jusqu'à 500 000 € d'amende. Je peux tirer? Ça part pas. Je peux vous poser une question? Vas-y, ouais. Vous comptez en faire quoi, cette calache? Pour la détruction. Ah ouais, on voit marqué AK-47, là. Maintenant que la Kalachnikov nous appartient, nous décidons de la rendre inutilisable. Pas question de remettre cette arme dans le circuit. Nous cherchons maintenant à rencontrer un client type de ces armes de guerre. Les guetteurs, les dealers, ne sont généralement pas armés. Les calibres sont demandés au-dessus. L'homme a 30 ans. Il est à la tête d'un réseau. Il vient justement de recevoir une Kalachnikov, flambant neuve. C'est l'arme favorite des voyous. Pas besoin de savoir bien tirer. Avec 600 coups par minute, impossible de rater sa cible. C'est une vraie? Oui, c'est vrai. Les boîtes, il y a tout ce qu'il faut. Là, tu t'en prends une comme ça, mon gars. Tu te relèves pas. Avec ça, t'arroses tout le monde. Déjà, il va être ça. Il se sort mon corps, direct. Direct, il va une Kalachnikov, il se dit, celui-là, il rigole pas. Donc vraiment, faut sortir ça. C'est qu'il y a de vraies embrouilles. Il nous confirme que les armes sont dans les quartiers depuis plusieurs années. Ce qui a changé, c'est que les gars n'hésitent plus à s'en servir. Avant, c'était chacun, il voulait avoir sa petite calache à la maison, déjà, histoire au chaud, tout ça, plus pour impressionner, tout ça. Maintenant, c'est plus comme avant. T'entends plus parler, lui, il a la calache, t'entends lui, il a tiré, lui, il a charqué l'autre, ceci, c'est plus pareil, c'est plus comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, quand t'es dans le réseau, il t'en faut une. C'est comme un flic. Aujourd'hui, il a son flashball, son taser. Et maintenant, on a des calaches, mon gars. Moi, c'est pas mon but d'héritier déjà. Tu sais, j'ai une morale quand même. Moi, je suis là, j'ai fait mes sous, c'est tout. Et pour éliminer les concurrents, sans se salir les mains, il est possible de faire appel à des garçons de quartier qui jouent les tueurs à gages. Si t'as pas envie de te casser la tête, tu leur donnes 70, 80 000, il y va avec les chartes, le mec. Il te charte. Ah oui, il y a des gens ici qui sont prêts à se vendre. Ouais, ils sont prêts à se vendre pour la police. Ils sont tous fous. Ils veulent tous des sous, ils sont prêts à tout. On a l'impression qu'il n'y a plus de règles avec ces... C'est le bordel. Regarde, t'es à Marseille, hein. T'es pas... je sais pas où, hein. Malgré les 20 morts annuels, les réseaux qui changent de main, les arrestations par la police, le business de la drogue continue et le cannabis n'a pas l'air de manquer dans les cités de Marseille. Car au-dessus des réseaux, il y a des équipes de grossistes qui, depuis l'Espagne, envoient des tonnes de cannabis dans les quartiers. L'Espagne, c'est la porte d'entrée du hashish marocain. Nous avons rendez-vous à Barcelone avec l'un de ces grossistes. Nous l'appellerons Sergio. Ce Marseillais s'est installé ici il y a 3 ans. Il a rejoint les gros trafiquants français qui envoient la drogue sans se soucier des règlements de compte sanglants. Moi, je suis amoureux à Barcelone. Je l'expédie jusqu'à Marseille, à mes associés.
Pourquoi l'Espagne? Qu'est-ce qui s'y passe en Espagne? L'Espagne, c'est le supermarché ici, on a tout, le soleil, la mer, les bordels, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas loin du Maroc, on peut se fournir tant qu'on veut, il y a moins de risques. Déjà, si je me fais attraper, je ne ferai pas la même peine qu'en France. Disons, ici, je ferai 5 ans, alors qu'en France, je ferai 10 ans. Chaque mois, Sergio enverrait plus de 200 kilos de shit vers Marseille et sa région. Je fournis mon réseau et je livre d'autres réseaux aussi. Ah, vous pouvez vendre à d'autres réseaux? Ah oui, bien sûr. Ouais, parce que tout le monde n'a pas accès à la source ici. Non, si vous n'avez pas le contact, vous n'avez pas de source. Ouais, donc il y a des gens, ou des réseaux plus petits, j'imagine. Quand du mal à acheter du shit en gros. Ils sont obligés de passer par moi ou d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous expédiez comment le shit à Marseille? Ben nous, on ne le fait pas en reface. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Sergio nous embarque. Direction la banlieue de Barcelone, dans un petit garage de quartier. Une fois sur place, nous découvrons la voiture qui sert à transporter le hashish vers Marseille. En apparence, une berline familiale comme une autre. En réalité, elle est truffée de cachettes. Donc là, on est sous le coffre. Là. Sous le coffre. Et là, ce qu'on voit, c'est quoi, là? C'est la voiture coffre. Combien on peut mettre là-dedans? Entre 150 et 200 kilos. Ah, carrément. C'est fabriqué avec de la fibre de verre. Et il y a d'autres planques dans la voiture? Il y a une autre plaque devant. Même système à l'avant de la voiture. Derrière le pare-choc, 3 autres cachettes. L'aménagement d'une voiture comme celle-ci est complexe et coûteux. Sergio l'a acheté clé en main à une équipe qui s'est chargée de toutes ces transformations. Ça, c'est la cage de devant, c'est ça? C'est la cage de devant. Et on peut mettre combien là-dedans? 80 kilos. C'est fabriqué en Espagne, c'est un pote qui me l'a vendu, c'est lui qui m'a fait l'installation, tu vois. Ça vaut combien une voiture comme ça? 40 000 euros. Rien que la transformation, ça vaut combien? 20 000 euros. C'est plus discret que le GoFast, ça, alors. Bien sûr. Une fois la voiture chargée, Sergio recrute des mules, c'est-à-dire des passeurs qui vont la ramener jusqu'à Marseille. Qui conduit ce genre de voiture? Vous demandez à qui? Que ce soit des couples, des jeunes, mais pas de caïra. C'est-à-dire Pas avoir un visage basané. Le douanier, ce qu'il voit en premier, il voit un couple, il dit c'est bon, c'est un couple. Alors que là, s'il va avoir 2 jeunes, 4 jeunes dans une voiture, cramé direct. Donc que la personne passe bien, tout est calculé. Et combien ils sont payés alors les gens? Entre 4 000 et 5 000 euros. Pour les 2 personnes, pour le couple, c'est 4 000 à 5 000 euros en tout? En tout. Pour chaque voyage. Et eux, ils savent exactement ce qu'il y a dedans ou? Non. Et quand la voiture redescend en Espagne depuis Marseille, elle ne fait pas le voyage à vide. Dans ces mêmes cachettes, elle rapporte l'argent du trafic au boss. Retour à Marseille. Au nord de la ville, au milieu des cités, il y a un territoire à part. Un quartier gitan dont les voyous sont spécialisés dans le vol. Son nom? Le ruisseau Mirabeau. Il est coincé entre l'autoroute et la ligne TGV. 500 personnes y vivent. Il y a 2 ans, une équipe de voleurs issue de ce quartier a fait la une. Le 27 novembre 2011, des cambrioleurs sont pris en chasse par la police, après le casse d'un supermarché. Une fusillade éclate. Un policier est abattu de 3 balles de Kalachnikov et un des braqueurs est tué. Dans ce cambriolage, c'est la disproportion entre les moyens employés par les malfaiteurs et ce maigre butin, quelques sacs de produits surgelés, pour lesquels ils n'ont pas hésité à faire feu sur des policiers avec une Kalachnikov, une arme de guerre. Le braqueur tué était du ruisseau Mirabeau, comme ses présumés complices arrêtés ensuite. Ce quartier est né il y a plus de 50 ans,
avec l'installation de familles de gitans. Ils sont venus avec leur caravane. Ils faisaient de la récupération de métaux pour les usines alentours. Dans les années 70, la ville achète le terrain et loge les familles dans ces petits pavillons en dur. Les caravanes sont toujours là, mais la population est sédentarisée. Aujourd'hui, le ruisseau Mirabeau, entouré d'un mur, a des allures de corps retranché. Il est réputé comme le quartier le plus redouté de Marseille. Personne n'ose y entrer sans y être invité. Mais grâce à nos contacts, nous obtenons le feu vert pour filmer dans le quartier. Il y a de la muscule là, il y a la muscule, il y a la muscule. Ici, il n'y a ni commerce, ni école. L'activité traditionnelle de récupération des métaux est en baisse. Le chômage atteint un taux record de plus de 90%. La première personne qui accepte de nous raconter le quartier, c'est Pépé. Il est né au ruisseau Mirabeau. Ah, vous avez toujours habité ici? Ah, tout ça. On a habité dans les cabanons dans le temps, on avait les baraques en bas, et après on a fait les maisons. À côté de son pavillon, il a gardé sa caravane, où il dort de temps en temps. Voilà. C'est notre vie à nous, ça. C'est la maison secondaire? C'est la maison secondaire, ouais, si on veut. Dans le temps, on voyageait. Mais plus maintenant. D'accord, bonjour jeune La fille. réputation du ruisseau Mirabeau, c'est d'abriter beaucoup de voyous, en particulier des voleurs. Pépé lui-même a fait un peu de prison. Pourquoi le quartier a cette réputation? Parce qu'on était des voyous. C'est tout, c'est simple. On était, Vous étiez quoi? On était des petits cambriolages, voilà, des conneries comme ça, tu as vu? Ouais. On était jeunes. Chercher les sous, voilà, et après, il y a pire. Vous avez la cité qui est en haut, là. Comment ça s'appelle ça? La quoi, la Castellane? La Castellane. Ah ouais. Vous avez Bassins, vous avez Picon, vous avez Fond-Vert. Parce que là, il n'y a pas de drogue. Parce que ce qui se passe dans les alentours, on n'est rien du tout, là. Vous êtes les anges de... Des anges, on est des anges, c'est vrai. Voilà. Il y en a beaucoup au placard des jeunes d'ici? Oula. Ils sont tous au placard? Ils sont tous à l'ombre. Ah, ils sont tous là? Effectivement, dans le quartier, nous croisons peu de jeunes adultes. On voit surtout des enfants, des femmes et quelques anciens. Quand on ramène nos copines. Mais ça, nos copines, ils ont peur de rentrer ici. Et parce qu'ils disent les gitans, ils vont nous manger, c'est des dalleux et tout. Et en vrai, non. C'est pas vrai. On n'est que des beaux gosses. Que des beaux gosses. Pas que c'est un gros gosse. Que des beaux gosses, que des beaux gosses. Les filles, on les fait craquer. Comment vous expliquez qu'on a un sentiment que pour rentrer, c'est compliqué si on connaît personne? C'est quoi? Vous trouvez ça normal, vous? Oui, c'est normal. Mais parce que les grands ils nous ont appris ça. Et ben nous on doit l'apprendre aux plus petits. Personne ne doit rentrer dans le quartier, ça doit rester entre nous. Mais comment ça personne ne doit rentrer? Les autorités, des gens qui sont pas du quartier, des gens qui... La police, tout. Voilà, tout. Ils nous ont appris ça depuis tout petit. Ouais. Et on se méfie du tout, on ne fait confiance à personne. Ouais, parce que voilà, parce que la plupart c'est des voleurs. Ils veulent pas que la police rentre, tout. Ils nous disent ça, et on le fait. Voilà. Donc c'est un quartier qui a sa réputation qui parfois lui est justifiée. Voilà, ouais. On peut dire ça comme ça. Régulièrement, la police cible des équipes de voyous du quartier. Mais comme il est impossible de rentrer au ruisseau Mirabeau sans se faire repérer, les policiers surveillent de l'extérieur. Il se met tout la police pour filmer là? Ah où? Sur la colline là-haut là? Le soir on voit... pour les bombardiers. La dernière fois il y avait un micro la dernière fois. Il y avait une caméra. Une caméra arrachée, heureusement. On a explosé la caméra. Face à notre caméra, les jeunes roulent des mécaniques. C'est le village de Gaulois. Ils sont fiers de nous expliquer comment ils défendent leur quartier contre les policiers. Qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est le pack de matriculation des poulets. BZ, VC, AZH, ABK. Ça, on les caillasse. Nous, on les caillasse, nous. Et on les caillasse. Nous, ils rentrent pas. Je rentre, ils savent qu'ils sont morts. Voilà. Les herses, on a fait des herses. On a fait des herses. Quand ça rentre, quand ça fait le tour, et on va vers un dodan, genre on le met juste en dessous, et quand il part, il crève des bouts. Donc ici, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas... Ça, vous savez pas? Non. Ça veut dire non, alors? Ce jour-là,
Nous ne verrons que des adolescents. Nous devrons revenir quelques jours plus tard pour rencontrer de vrais voyous. Les hommes qui vont nous parler ont tous eu affaire à la justice. Ils nous racontent les affaires pour lesquelles ils sont tombés par le passé. Mario a 26 ans. Il vient de passer près de 10 ans en prison pour avoir volé des voitures avec violence. Ah, il y avait un trafic de voitures à l'époque. Comme c'était dur pour nous ici, qu'il n'y a jamais eu et tout. Donc ça fait que, voilà, on trouve quelque chose pour se nourrir et comme les Arabes nous achetaient des voitures, alors on a des voitures pour le Maghreb. À l'époque, il fallait frapper les gens pour prendre les voitures. Il fallait frapper les gens? Et ouais. Moi, pour moi, c'était prendre la voiture et rentrer et voilà. Quoi. Bon, et après, si on regarde maintenant, c'est grave quand même. Hein? Mais bon, c'est fini maintenant, ça. Hein? En plus, j'ai payé pour ça. Quoi. Voilà. Et tu as oublié de dire quelque chose. Ouais. C'est pas interdit de voler. C'est interdit de se faire attraper. Voilà, c'est tout. Et vous êtes beaucoup de garçons d'ici à être allés en prison? Ouais, on est tous allés. Hein. On est tous allés en prison. Hein. Bon, là, il y en a un bon paquet qui sont en Alger, mais... Les plus anciens ne le contredisent pas. Eux aussi reconnaissent avoir eu une jeunesse délinquante. Lui, par exemple, dévalisait des bijouteries en explosant la devanture. La porte principale, c'était la vitrine. Voilà. La porte... Ah oui, c'est-à-dire que pour cambrioler le truc, il suffisait de péter la vitrine et de rentrer dans la... Avec les plaques d'égout, là, tout ça. On faisait ça, on faisait que ça. Oui, vous êtes... Vous avez quel âge, vous, monsieur? 64. 64? Ouais. Ah oui, alors vous êtes encore vous êtes l'aîné ici. La génération encore d'avant. Vous avez fait de la prison quand vous étiez jeune? J'en ai fait. Beaucoup? Beaucoup, beaucoup. C'est quoi, beaucoup? Des années. Des années de prison? Vous étiez tombé pourquoi, vous? Pour des vols. Aujourd'hui, ils disent tous avoir passé la main. Ils ne se reconnaissent pas dans la criminalité des quartiers nord avec ses règlements de compte sanglants. Là, les jeunes de 14 et 15 ans, ils peuvent te tuer. Il n'y a plus d'hommes, c'est fini tout ça. Voilà. Il y avait plus de respect. Ah ouais, le respect, il y avait plus de respect. C'était les hommes avant. Maintenant, il n'y a plus personne. Et là, c'est les petits. C'est les voyous, c'est les petits. C'est les jeunes. Ces hommes ont la nostalgie du banditisme à l'ancienne, quand les voyous gitans côtoyaient des Corses ou des Italiens. L'explosion de la violence dans les quartiers nord aujourd'hui s'explique-t-elle par la disparition du milieu traditionnel? Historiquement, le territoire du milieu, c'est le centre-ville. Ces anciens villages qui bordent le vieux port. Machines à sous et raquettes, les voyous sont ici de la vieille école. Les quartiers d'Andoum, de l'Opéra et du Panier sont des fiefs du grand banditisme depuis un siècle. Les caïds y alimentent régulièrement la rubrique des faits divers. Sûrement un règlement de compte sanglant en plein cœur de Marseille. Ce matin, vers 9h, Roland Gabenne, 46 ans, homme fort du milieu marseillais, a été abattu par des individus cagoulés. Le caïd du Panier, c'était son surnom, était fiché au grand banditisme. Il était connu des services de police pour vol, braquage et proxénétisme. Il y a 2 ans, l'exécution du caïd du Panier est l'épilogue d'une longue histoire criminelle. Un homme a bien connu le grand milieu marseillais, Paul Néry. À 80 ans, il a fait 26 ans de prison pour braquage. Son quartier, Andoum, au pied de la Bonne Mer. Paul Néry a gagné ses galons de truand dans les années 50. À l'époque, avant d'aller braquer des banques, il fallait d'abord faire son apprentissage. Alors le départ, c'était par exemple un vol de moto. Après le vol de voiture. Après, avec les voitures, on allait faire des entrepôts, il y avait des vêtements, des choses, là. Et après, on allait faire des magasins. Bon. Après, pour qu'il y ait un peu plus d'argent, on cassait la vitrine d'une bijouterie. Il fallait faire vite, là. Alors, on prenait 2 poignées chacun, vite fait. Mais dans la tête de jeunes, c'était le braquage. Quand on arrivait là, au braquage, le type, il avait du self-control, il avait en quelque sorte
une espèce de CAP, quoi. Un CAP parallèle. Fraîchement diplômé, Paul Néry devient un pro de l'attaque de banque. Il fait carrière sans jamais avoir eu besoin de tirer un coup de feu. Rien à voir avec ce qu'il se passe aujourd'hui dans les quartiers nord. De ce que je lis et ce que j'apprends par les médias, ce sont des jeunes, en général, qui ont voulu courir, qui courent là, puisque avec la cagoule, les calibres, ils ont voulu courir avant d'apprendre à marcher. Avant, on ne voyait pas ça. Les gens étaient structurés avant. Chacun avait une spécialité. La seule personne que je connaisse bien, c'est moi-même. J'ai 80 ans passés, j'ai été bien structuré, puisque je n'ai pas d'acte de violence, je n'ai pas de sang sur les mains. Donc je suis allé à la bonne école. Encore plus qu'Andoum, la pépinière du milieu marseillais, c'est le fameux panier, de l'autre côté du vieux port. Aujourd'hui, le panier est la destination favorite des touristes. C'est là que se trouve le MUSEM, le nouveau musée des civilisations. Le quartier préféré des bobos a servi de modèle au feuilleton Plus belle la vie. Mais ces ruelles ont d'abord vu grandir les plus grands truands du milieu corso-italien. Nous y retrouvons l'un d'eux aujourd'hui. Là, tu as la vue de tout Marseille, enfin, du port, tout ça, par là, tu vois. C'est le panier. Alors, Joe Signoli est né de père italien et de mère corse. Il est un pur produit du panier. Ah ben c'est parti. Voilà, moi j'ai habité là, j'ai grandi en partie dans cette rue. Mon père, quand il est arrivé à l'âge de 14 ans, il est venu, il s'est installé ici. Bon, il s'est marié dans le quartier et disons que dans ce quartier-là, du panier, c'était un peu le reflet des quartiers nord d'aujourd'hui, mais avec moins de violence. Joe Signoli s'engage dans la marine à 16 ans. Il débute par de petits trafics, alcool et cigarettes. Dans les années 60, il abandonne l'uniforme. Il poursuit son ascension dans le milieu. Joe intègre le club fermé des trafiquants de la célèbre French Connection, cette filière qui transforme et envoie de l'héroïne à la mafia new-yorkaise. Vous savez qu'à l'époque, que 3 ou 4 équipes qui faisaient ça, il n'y avait pas 50. Bon, il y avait ceux qui faisaient venir la marchandise de Turquie ou autre, qui donnaient à transformer, et puis il y avait ceux qui l'amenaient aux États-Unis, comme moi. Et à Marseille, on ne vendait pas un gramme d'héroïne. Moi, j'ai jamais vendu un gramme d'héroïne en France. Moi, je le transportais aux États-Unis, mais en France, je ne vendais rien. En 1972, Joe Signoli est arrêté. Il prend 20 ans de prison. Il tombe dans l'affaire du Caprice des Temps, un crevettier qui transportait 450 kilos d'héroïne vers les États-Unis. Au moment de la French Connection, il y avait bien évidemment des règlements de compte à Marseille. Mais certains caïds faisaient régner l'ordre. À l'époque, il y avait, bon, je ne veux pas dire des parrains, mais à l'époque, c'était des hommes en place que souvent ils étaient sollicités quand il y avait des problèmes. Ils faisaient un peu le juge de paix. Alors il y avait ces gens-là qui dominaient le pavé à Marseille et qu'il est évident qu'ils faisaient tout pour éviter. C'est des gens en étant des voyous, des gens de bien. C'est complexe ce que je vous dis là. Hein, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a des gens. Bon, moi j'ai toujours été quelqu'un de bien. J'ai toujours essayé d'éviter qu'il y ait des problèmes de ce genre-là, d'éliminer des gens, de tuer. Mais dans les quartiers nord, il n'y a personne qui maîtrise personne. Vous ne maîtrisez plus. Donc, même ces gens-là vont se retourner contre vous. Vous allez intervenir pour passer une bonne parole ou quoi. Ils sont capables de vous dire « occupe-toi de toi » et puis c'est pas content. Même à vous de vous faire de la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Au panier, à la différence des quartiers nord, des hommes auraient encore une certaine autorité sur la rue. Roland Gabin, un restaurateur, était surnommé le parrain du panier. Il possédait plusieurs bars et établissements de nuit. Il était aussi fiché au grand banditisme. Homme fort du milieu
milieu marseillais a été... En juillet 2011, il est exécuté en pleine rue. Il était connu des syndicats. Gabin était une figure respectée dans son quartier. Il savait se faire apprécier, même des plus anciens. Il avait une image positive ici. Positive, ah oui, au panier, tout le monde aimait Roland. C'était un grand petit, quoi, même qui prenait de l'âge, pour nous c'était le petit. D'accord. Le petit du quartier. Il avait des yeux doux, des yeux tendres, pas méchants. Peut-être que le soir, ça, il devait être peut-être méchant pour se faire respecter aussi. Mais envers nous, je sais pas. Pas de problème, au contraire. S'il y avait quelque chose, au contraire, il nous protégeait à nous. Le brave garçon avait tout de même une part d'ombre et un casier judiciaire bien rempli. Un de ses compagnons de route accepte de nous raconter son parcours criminel. Vous avez bien connu Roland Gabin. Oui, tout à fait. À qui c'était Roland Gabin? On le surnommait... Le caïd du panier. Hein. Ben, c'était ça. Hein. Il n'y a pas de souci, c'était le caïd du panier. Depuis au moins 25 ans. Première arrestation à 17 ans pour braquage. Et là, il a pris 11 ans de prison. En prison, il forge sa réputation. C'est-à-dire un caïd, peur de personne, seul, pas d'équipe, il est seul, c'est Roland, c'est Gabin du panier. Il a besoin de dégueux. Et ni même des caïds qui sont en prison avec lui. Quand il sort, lui, de prison, c'est devenu le caïd incontournable. Il avait des couilles grosses comme l'Alaska. Une anecdote, un jour il est convoqué, il est au Beaumet, bon, il est en prison, il est convoqué par un juge sur une affaire. Convoqué, ils l'apprennent, ils vont le chercher, il s'était cousu la bouche. Voilà, il avait la bouche cousue. Voilà, il est arrivé devant le juge l'a fait, bon, allez, on va le remonter. Voilà ce que c'était Roland Gabin. Alors quand on dit c'était le caïd ou le parrain du panier, comme on l'a lu dans la presse, ça veut dire quoi Il était associé dans les affaires d'argent, les machines à sous, les divers trafics, il était associé un peu à tout. Hein. Il y avait un peu le trafic de drogue, enfin, tout ce qui est inhérent à un truand de base. Hein. Et alors cette photo là, ça a été pris quand ça? C'est la fête du panier en 2011, un mois avant qu'il meure. C'est la dernière photo, je crois qu'il a pris. Voilà, il est devant le restaurant il est un peu plus là, vers là. C'est le restaurant qu'il avait lui? Ouais. Petit restaurant où il faisait les apéros du panier. Les apéros du panier se tenaient chaque semaine, à la belle saison. Un rendez-vous très couru des Marseillais. Depuis la mort de Gabin, un nouveau parrain a-t-il pris sa suite? Nous cherchons à rencontrer l'un de ses anciens associés. Son nom apparaît aux côtés de Gabin dans une affaire de racket. On le surnomme Titus. Il a un restaurant au cœur du panier. Nous décidons d'aller lui poser quelques questions. Bonjour. Si vous me dérangez, je voulais savoir si je pouvais parler à Titus chez son restaurant. Moi, je peux vous parler 2 secondes, c'est la seule? Donc, je vous explique, je travaille pour Canal+. Je fais un reportage sur Roland Gabin. Je sais que c'est votre ami, vous l'avez bien connu. Et voilà, je me permettais de venir voir parce qu'on voulait évoquer sa personne. Je veux savoir si je pouvais vous interviewer, parler avec vous. De lui, il n'y a aucune interview à faire. Tu diras Canal+ de ma part, de notre part, il faut arrêter de dire que le panier des bandits, je suis pas des bandits, qui s'intéresse plus aux gens qui arrachent des sacs à mer. Et qui ne viennent pas nous casser les couilles, il n'y a pas d'histoire de banditisme ici. C'est justement pour dire la vérité sur Roland, c'était le pas de parrain. vérité à dire, tu veux dire quoi? J'ai aucune vérité à te dire, il n'y a pas de parrain, les marraines, ça n'existe pas. C'est tout éphémère tout ça. Si tu veux avoir des renseignements, tu as la police juste à côté, tu vas, tu leur demandes, ils vont te donner des renseignements. Qui c'est qui t'envoie toi? Moi-même, je fais un reportage là-dessus et je voulais parler donc de lui. C'était considéré comme le parrain du panier, c'est pas par hasard. Son pédigré, il est. Qu'est-ce que j'ai à voir? Parce que je sais que vous avez travaillé avec lui, je sais que vous avez été son bras droit, je sais que vous avez été son ami au moins, et je préfère parler à des gens qui l'ont connu que parler à. Si tu veux, tu manges un bout, tu vois, là c'est mon restaurant, tu as le panier, tu visites, à droite tu as Plus belle la vie, tu as le moulin, si tu veux, et tu as la vieille charité là. Si tu veux venir boire un coup, il n'y a pas de problème, ne pose pas de questions sur Roland, s'il te plaît. Ok. Bon. Merci quand même. Bonne journée. Au revoir. Le milieu se fait discret au panier. Qu'en est-il à l'Opéra? Un quartier où les caïds s'affichaient sans complexe et menaient leurs affaires.
Ici, c'était le quartier général du milieu. Il y avait les bars de voyous, leurs boîtes, leurs hôtels de passe et beaucoup de filles sur les trottoirs. Aujourd'hui, il reste encore quelques bars à hôtesses. Mais les filles sont plus rares. Un fait divers laisse penser à une redistribution des cartes. Les nouveaux caïds des quartiers nord cherchent-ils à s'implanter dans le centre-ville? En mai 2012, un restaurant corse est en partie détruit par un incendie criminel. Il appartient à une figure du milieu, Jacques Cassandry. Fiché au grand banditisme depuis 25 ans, il est soupçonné d'être le cerveau du CAS de Nice. Il a fait plusieurs séjours en prison. L'incendie de son restaurant est vu comme un geste d'intimidation. Nous décidons d'appeler directement Jacques Cassandry pour le faire réagir. Allô? Allô, monsieur Cassandry? Oui. Bonjour, Jérôme Pierrat pour Canal+. Ah. Je voulais savoir si on pouvait vous interviewer, enfin on voulait vous rencontrer surtout pour parler d'un de vos établissements. Ah, d'accord. Et c'est quoi ça? Et quel établissement? Après discussion, il accepte de nous rencontrer. Écoutez, on arrive tout de suite. Merci. Pour la première fois, il est d'accord pour parler devant une caméra. Ah, c'est bon, on peut y aller. Jacques Cassandry nous reçoit au son des guitares, le célèbre cabaret corse qui lui appartient. Bonjour, monsieur Cassandry. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous m'avez téléphoné? Oui, c'est nous. Oui. Bonjour, Sébastien Antoine, Canal+. Jérôme Pierrat. Voilà. On peut rentrer, on peut vous parler de vous en prie. Je vous en prie. Donc Voilà, écoutez, pour être franc, on a lu à droite à gauche, on a entendu dans les médias que vous aviez eu des problèmes avec l'un de vos établissements. Vous auriez subi des pressions pour le vendre. Voilà, c'était de ça dont non, effectivement, tous les établissements de Marseille connaissent des problèmes. À un moment ou à un autre, on a toujours des petits problèmes dus peut-être à la boisson ou autre. Bon. Mais de véritables problèmes qui sont liés à moi, mon personnage, je n'en connais pas. Je n'en ai pas. J'ai de différents avec personne. Voilà, ça c'est clair. Bonne dépression, je n'en subis pas, évidemment. Oui, en gros, pour être clair, les gens disaient que, en gros, c'était les caïds, ce qu'on appelle les caïds des quartiers nord, qui mettaient des coups de pression pour reprendre les établissements du centre-ville. En gros, c'est ça l'histoire. Non, pas du tout. Moi, je serais parti depuis longtemps si je subis des pressions. Je subis aucune pression, je suis vraiment dans mon élément, quoi. Oui, parce que vous avez d'autres Jacques Cassandry nous assure être un simple commerçant, oui, absolument. un patron de bar et de restaurant, comme un Il n'y a pas de autre. problème. Moi, ça fait 30 ans que je ne fais plus rien, hein. Bon, que je me tiens tranquille, que je travaille, je me mets beaucoup de mal, ma famille également. Donc, je ne vois pas en quoi je peux apporter un intérêt qui serait lié à mon passé ou autre. c'est lié à l'actualité, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un changement des cartes entre les gens qui étaient dans le centre-ville à Marseille, qui avaient une activité particulière, et les gens des quartiers nord. Les problèmes, ils ne sont pas là. Hein. Les problèmes, ils sont ailleurs. Vous voyez tous les jours des gosses qui s'entretuent, ça, ce sont des problèmes. Hein. Voilà, c'est là qu'il faut voir les problèmes. Bon, messieurs, je suis désolé, mais voilà. Merci, monsieur. Je crois que j'ai répondu à vos questions. Vous êtes satisfaits? Aujourd'hui, le banditisme traditionnel est en perte de vitesse. La nouveauté, c'est que les truands endossent le costume d'hommes d'affaires. Ils investissent l'économie légale. Ils détourneraient, par exemple, l'argent des marchés publics. Un scandale l'a révélé au grand jour. L'affaire Guérini. Être le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône et voir son frère, chef d'entreprise, mis en examen dans une affaire de marché public frauduleux, forcément, ça fait des ordres. Le président du Conseil général, Jean-Noël Guérini, et son frère Alexandre, chef d'entreprise, sont aujourd'hui mis en examen pour association de malfaiteurs. Selon la justice, ils auraient confié des marchés de construction à des sociétés de BTP liées à Michel Campanella et Bernard Barézy, ici à droite. Tous deux fichés au grand banditisme. Ces deux hommes sont soupçonnés d'avoir obtenu frauduleusement des marchés de construction financés par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. La société ABT installée à Gardanne, dont les patrons seraient des proches du grand banditisme et plus particulièrement de Bernard Barézy. Cette affaire révélerait des pratiques illégales à la tête du département des Bouches-du-Rhône.
Le Conseil général, comme il a 2,5 milliards de budget, il a énormément de sociétés satellites et il a énormément de pouvoir. Et donc, à partir du Conseil général, on arrive à une myriade de sociétés sur lesquelles pèse le soupçon que le grand banditisme a essayé de s'ingérer et de rafler l'argent public. Donc, après les logements, après les marchés de construction, maintenant on a la gestion des ports, qui sont évidemment très rémunérateurs. Dans ces affaires, des dizaines de millions d'euros sont en jeu. On s'attaque au marché public tout simplement parce que c'est très rémunérateur, il y a beaucoup d'argent public encore, et on risque beaucoup moins. On investit beaucoup moins d'argent et on a un retour sur investissement qui est beaucoup plus grand et on risque beaucoup moins d'années de prison. Donc, je veux dire, c'est la délinquance en col blanc, c'est quand même beaucoup plus rentable que, on va dire, le trafic de drogue qui fait prendre des risques physiques à ceux qui le pratiquent. Si le milieu traditionnel a délaissé le trafic de drogue, désormais aux mains des caïds de quartier, il y a une rente qu'il aurait du mal à abandonner, celle du jeu clandestin. En France, les jeux de hasard sont strictement réglementés. Jouer de l'argent n'est possible qu'au casino. À Marseille, des parties clandestines sont organisées quasiment chaque soir. Nous réussissons à nous faire inviter à l'une d'entre elles. La partie se passe dans l'arrière-salle d'un bar. On y joue à la barboute, la spécialité locale, jamais filmée jusqu'à aujourd'hui. Le principe, une paire de dés lancés dans une longue caisse de bois surnommée le cercueil. Les joueurs misent sur des combinaisons gagnantes. 100 il gagne. Ça marche. Sur ta place. Autour du cercueil, des garçons venus du centre-ville et des quartiers. Notre caméra est tolérée, mais impossible de poser des questions. 6-5. Ici, on peut jouer très gros. Ce joueur a 2000 € en main. Et ce soir-là, un autre va perdre sa voiture. La grande mode en ce moment, le jeu le plus rémunérateur, c'est le poker. Un organisateur de parties privées, comme on les appelle, accepte de nous recevoir. Il en organise 4 par semaine dans une salle de restaurant. Le rideau de fer est tiré, la partie se passe à l'abri des regards. Voilà, c'est un beau tour de magie, ça. Comme dans un casino, il y a un caissier, des croupiers, et les parties se font avec des jetons. La différence, c'est qu'ici, les voyous peuvent jouer leur argent sale en toute tranquillité. La gagne, elle est là. La gagne, elle est là. Qui monte ses mains, elle est vilaine main. Elle est là, la gagne. C'est très bien que dans les casinos, c'est difficile de pouvoir flamber, à part d'être chirurgien qui gagne beaucoup d'argent, c'est beaucoup surveillé. Il faut justifier en fait l'argent. Voilà, il faut justifier l'argent. Après, nous, on ne demande pas de CD quand ils viennent ici. Donc voilà, ce qu'ils font, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui compte, c'est de jouer et qu'il y ait l'argent, tout simplement. Allez, messieurs, c'est à fort et demi. La cara. Chaque partie compte une dizaine de joueurs. Ils viennent de toute la région. Ils sont prévenus par SMS. Le jeu débute à 22 h et peut durer très longtemps. Alors que les casinos ferment à 2 h du matin, là, tu peux jouer jusqu'à pas d'heure, quoi. Tu peux jouer 24 heures. Les parties, c'est minimum des parties de 3 heures. Ça peut durer une nuit, une journée entière. Ici, pour être accepté, faut miser beaucoup. Comment ça marche? Dans une partie comme la nôtre, il faut avoir au moins 2-3 000 € pour pouvoir jouer. Et ça peut monter jusqu'à combien, les gens? Ça peut monter beaucoup d'argent. Il peut y avoir de grosses pertes. Ou de gros gains. Ou de gros gains, bien sûr. S'il y a des pertes, il y a des gains. Envoyé. Une partie de poker clandestine, comme celle-ci, brasse jusqu'à 100 000 €. L'organisateur touche plusieurs milliers d'euros par soir. Afin d'éviter les embrouilles et les mauvais payeurs, il faut un service de sécurité un peu particulier. Une équipe de voyous chevronnés qui assure la protection de la partie. Une grande tradition à Marseille où les voyous ils avaient des parties qui couvraient. Ça marche toujours comme ça ou pas? Oui, c'est toujours comme ça. Une partie, il y a toujours des couvertures.
C'est normal, c'est le système. Vous avez peur des mecs qui braquent les parties? Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps sur Aix. Ça peut arriver, ça arrive souvent. Hein. Ils braquent des pharmacies, ils peuvent braquer des parties de poker. Hein. Je suis là, après voilà, on est là, on travaille, on ne pourra pas marcher dessus. J'ai une vie de famille aussi, hein. J'ai une femme, des enfants, c'est mon gagne-pain. Donc je veux dire, on ne se fera pas enlever le pain comme ça. Et vous avez choisi cette voie-là, pourquoi? Par rapport, je sais pas, au trafic de stupes ou à d'autres activités? Parce que je veux être le plus possible dans la légalité. Même que c'est pas légal, mais pour moi, c'est au niveau de mon esprit, je fais rien de mal. Je fais des parties de cartes. Des parties de cartes qui pourraient lui coûter 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Dans le jeu clandestin, on trouve des passerelles entre milieux traditionnels et voyous des quartiers, en particulier pour les machines à sous illégales. Dans de nombreux bars, des bingos. Ce jeu ressemble à un flipper. En réalité, c'est une machine à sous déguisée. Contre quelques euros, vous lancez plusieurs boules qui tombent au hasard sur des numéros. Et si vous faites une combinaison gagnante, le patron du café vous donne en douce le pactole, jusqu'à 2 000 €. Dans les quartiers nord, des truands à l'ancienne confient la gestion de leur bingo à des jeunes de quartier. Nous allons rencontrer l'un d'eux. Moi, je suis originaire du nord de Marseille, c'est-à-dire du quartier nord. C'est pas une équipe de quartier pour laquelle vous travaillez? Il y a des grosses équipes qui sont derrière et nous, on est en collaboration avec eux. Vous, votre boulot, c'est quoi exactement? Moi, mon boulot, c'est... Je m'occupe de la maintenance de la machine. Je récupère l'argent. Si la machine tourne bien, on peut passer 1 fois par semaine, on peut passer 1 fois tous les 15 jours si la machine tourne moyennement. L'argent des joueurs est partagé entre le patron du café et l'équipe de voyous qui lui a placé la machine. Et comme il y a des centaines de bingos dans la ville, c'est très rentable. Les gains d'un appareil comme ça, c'est quoi à peu près mensuellement? Ça peut partir de minimum d'un bar classique, on va dire 1 000 € chacun entre le propriétaire de la machine et le patron du bar. Ça peut monter beaucoup plus haut dans certains bars de quartier nord, beaucoup dans les quartiers nord. Ça peut monter jusqu'à 10 000 € par mois. Ça peut monter. À 10 000, à diviser en deux. Hein, divisé en deux, oui. L'exemple des bingos montre que les voyous de l'ancienne et de la nouvelle génération peuvent travailler ensemble. Le plus souvent, ils font connaissance quand ils se retrouvent derrière les barreaux. À Marseille, il y a un endroit clé. Un lieu où tous les truands vivent côte à côte, se jaugent et parfois montent des coups ensemble. C'est la prison des Baumettes. 1800 détenus pour 1400 places. Que se passe-t-il derrière ces murs? Pour le montrer, un détenu a accepté de filmer son quotidien dans la prison. Souriez, vous êtes filmé? D'accord. Il nous sert de guide. Ouais. Et sinon, la vue, elle est pas mal, hein? D'accord. Il commence par une visite de sa cour de promenade, celle du bâtiment D, le plus récent de la prison. Les détenus passent ici 2 heures par jour. Se contente du thermo, un peu voilà. Comme à l'extérieur, la vie s'organise entre pétanque et jeux de cartes. À l'intérieur, beaucoup de détenus passent leur temps à la salle de sport. Allez! Un cri de guerre! Allez! Voilà.
Mais derrière cette bonne humeur apparente, la réalité de la vie est beaucoup plus rude. Mourad fait des allers et retours en prison depuis l'âge de 15 ans. Il en a 25 aujourd'hui. Il répond à nos questions. Les Baumettes, il connaît bien. Voilà, à toutes les communautés, on va dire, il n'y a pas trop de racisme ici. Il y en a un petit peu quand même, c'est un petit peu les blancs avec les blancs, les gitans avec les gitans, mais quand même on se mélange quand même. Il faut choisir son camp, ses amis, pour se protéger. On ne parle pas avec les balances, on ne parle pas avec les violeurs d'enfants, tout ça. Après, chaque quartier, ils restent un peu ensemble parce que c'est comme ça, ils se connaissent de dehors, les gens. Après, ceux qui ne se connaissent pas entre eux, c'est un peu les braqueurs avec les braqueurs, les dealers avec les dealers. Bon, ça se mélange un peu des fois. Mourad est aujourd'hui au bâtiment D, le plus moderne. Les 3 autres bâtiments sont beaucoup plus délabrés. Ils n'abritent quasiment que des jeunes des quartiers et l'ambiance est très tendue. Dans les autres bâtiments, celui qui rentre, qui n'est pas de Marseille, et même parfois celui qui est de Marseille, il se fait éclater. Les jeunes de 18 ans, ils se font massacrer par 5-6 personnes quand ils ne se font pas taper à coups de couteau. Les douches, c'est les endroits de règlement de compte, parce qu'il n'y a pas de surveillant. Je trouve, moi, qui a vécu pratiquement 10 ans en prison, je trouve que un gardien arrive, la justice, elle est pas... il doit arrêter la caméra. Ces images clandestines des Baumettes, nous allons les montrer à quelqu'un qui connaît bien cette prison. Nous retournons voir l'ancien braqueur d'Andoum, Paul Néry. En tout, il a été incarcéré 26 ans dans différents établissements. Son dernier séjour aux Baumettes remonte à il y a 3 ans. Il était lui aussi au bâtiment D. À l'étage où nous étions, il y avait toutes les tranches d'âge, beaucoup plus de jeunes, puisque la majorité des détenus de Marseille, ce sont beaucoup de jeunes. Paul Néry a été surpris par l'attitude de ces jeunes vis-à-vis de l'ancienne génération. Il y a des gens dans la prison qui ont une petite auréole, petite. Alors il y a des jeunes qui sont respectueux de ça. Mais il y en a qui m'ont dit, le matin, ils voyaient des gens que je connais depuis très longtemps. On se fait la bise. Et il y a des jeunes qui m'ont dit, le matin, pour dire bonjour, est-ce que je peux te faire la bise? Mais bien entendu que je peux s'embrasser. Alors il y en a un de jeunes qui était peut-être, c'est bon que je suppose, il devait avoir peut-être 2 gallons dorés dans le quartier, peut-être. Et un jour, il m'a dit, quelle est ta taille, Paul? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais je voulais savoir ta taille. Je vais te faire rentrer des jolis Nike, des jolis, comme eux, dans les quartiers, des survêtements, survêtements. Ah, je suis gêné, survêtements. Puis il n'y a pas de raison que tu me fasses rentrer des survêtements, voilà. Non, j'y tiens, Paul, je vais te faire... Ben, c'était le côté affectif, le côté gentillesse. Ce qui inquiète l'ancien braqueur, c'est qu'aujourd'hui, petits et grands criminels se côtoient dans la même cour de promenade. Paradoxalement, la rénovation de la prison a créé une usine à délinquants. Maintenant, il y a une cour par bâtiment, oui. Et à l'époque, c'était des petites cours carrées. Il y avait 23 types dans une cour. 22, 23. On appelait ça les camemberts. Alors ils ont cassé toutes ces cloisons pour faire des grandes cours. Puis après les cours un peu aménagées, tout ça. Mais c'est un lieu néfaste, négatif. Parce que la cour de la prison, c'est l'université du crime. Il y en a qui sortiront, pour avoir vendu par exemple du shit, béton, ils sortiront en ayant appris comment on passe à l'escalade, au stade supérieur, c'est-à-dire à l'acte de violence. Qu'est-ce que... quand je sortirai... Ce constat, il est également fait par Mourad, le détenu actuellement aux Baumettes. Effectivement, en prison, on fait beaucoup de connaissances. On apprend à monter des coups, on fait des alliances, parce que on fait des alliances avec ceux qui sont bons dans un certain domaine. Donc voilà, c'est l'école, comme je dis, c'est l'école du crime. Tu bois le café? Oui, mon frère, oui, pas de problème. Les mondes criminels se rencontrent en prison et parfois ils s'associent pour en sortir. Comme lors de l'évasion spectaculaire de la prison de Grasse du braqueur Pascal Payet le 14 juillet 2007. C'est cet homme de 43 ans qui s'est évadé en début de soirée. Condamné pour le meurtre d'un convoyeur de fonds en 1997,
Pascal Payet purgeait une peine de 30 ans de prison. Il est sorti de cette prison par hélicoptère. À 2 reprises déjà, il s'était évadé de la même manière, par les airs, de la maison d'arrêt de Luynes. Pascal Payet est un voyou à l'ancienne. Sa spécialité, le braquage de fourgons blindés. Il a été condamné pour le meurtre d'un convoyeur de fonds. Cette figure du banditisme s'évade cette fois-là grâce à des jeunes de quartier. Le commando qui le libère vient d'une cité sensible du sud de Marseille, La Cayolle, à 2 pas des Calanques. Sur place, nous avons retrouvé un membre du commando, Taleb. À l'époque, il est recruté par un truand qu'il a connu en prison. Ouais, on se rencontre avec un ami, il me dit qu'il a besoin de moi pour un autre service. Et il me dit qu'est-ce que c'est le service. Le service, il allait chercher quelqu'un. Cette personne, c'était Pascal. Et j'ai accepté. C'était pas rémunéré, c'était juste par amitié. Ouais, sans forcément le connaître. Sans forcément le connaître. L'opération est ambitieuse. Première étape, il faut s'emparer d'un hélicoptère avec son pilote. Le commando va braquer une compagnie de l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Alors comment ça se passe concrètement? Là, on m'a appelé la veille, le 13, pour me dire que c'était pour le 14 juillet. Le 14 juillet, on est parti le matin. 6h30, on est rentré dans les bureaux de l'hélicoptère. Taleb et ses complices sont armés de fusils d'assaut. Sous la menace, un pilote les embarque dans son appareil. Direction, la prison de Grasse. L'hélicoptère se pose sur le toit de la prison. Un, il reste avec le pilote. Un, il reste sur le toit. 2, ils descendent, ouvrent la porte du quartier d'isolement, vont jusqu'à la cellule, ouvrent la porte de la cellule. On a sorti Pascal alors que lui, il ne savait rien du tout. Puisqu'il est sorti de là-bas dedans, il était en caleçon quand il est sorti. Et bon, on l'a arraché. Hein. Entre le décollage de l'aérodrome et se poser sur le toit et rentrer dans la prison et sortir, ça nous a coûté 20 minutes. Ensuite, je suis rentré chez moi tout tranquillement et j'ai regardé le feu d'artifice à la terrasse de ma maison. Voilà. Du travail de pro. Pascal Payet s'évanouit dans la nature. À l'époque, Pierre Folacci est numéro 2 de la BRB à Marseille. Il conduit l'enquête. Il apprend par un tuyau que ce sont des garçons de quartier qui auraient fait le coup. Plus précisément de la Cayolle. Au départ, personne n'y croit. Mais les enquêteurs surveillent tout de même le quartier, depuis cette colline qui le surplombe. On s'est mis sur le nom qu'on nous avait donné au départ, hein, sur le garçon qui est originaire d'ici, qui était le plus âgé du commando. Et puis de fil en aiguille, à partir de surveillance physique d'ici, puis technique ailleurs, et puis ça a continué sur plusieurs semaines, on a pu greffer à cet individu tous les autres membres du commando. On était un peu étonnés que ça vienne d'une cité. On avait été plus habitués dans les évasions précédentes de Pascal Payet à voir des gens du milieu traditionnel, du milieu marseillais traditionnel. En suivant cette piste, la police arrête Pascal Payet en Espagne quelques semaines plus tard. Fin de la cavale et début des ennuis pour Taleb. La police, elle est venue, elle nous a surveillés. Elles sont mis en haut sur la colline là-haut et ils ont commencé à nous photographier. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un indique dans cette histoire qui travaillait avec la police au départ. Et 3 mois après, on s'est fait arrêter. Taleb fera 5 ans de prison pour complicité d'évasion. Aujourd'hui, il reste fier d'avoir participé à une opération aussi réussie. C'est à partir de cette affaire que les policiers marseillais ont compris que la criminalité avait changé de visage. Et que dorénavant, les caïds des cités jouaient dans la cour des grands. À la fin de notre enquête, nous allons voir quelqu'un qui refuse de baisser les bras. Il se bat au quotidien pour éloigner les plus jeunes des réseaux de drogue. Direction Consolat, une cité du 15e arrondissement de Marseille. Karim, 43 ans, est l'un des dirigeants du club de football. Depuis 8 ans, il entraîne les jeunes du quartier. Ils sont plus de 300 à venir chaque semaine jouer au foot sur ce terrain, en plein cœur de la cité.
Selon lui, il faut agir dès le plus jeune âge pour les empêcher de mal tourner. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un petit de 12 ans va pouvoir faire le premier pas, à faire une connerie qui peut lui gâcher sa vie, quoi, on va dire. Donc, cette jeunesse-là, cette catégorie d'âge-là, c'est 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, je le répète, c'est très important. C'est à ce moment-là, à cet âge-là, que nous, on doit faire le maximum de travail. Mais autant nous, les éducateurs sportifs, même autant les élus, autant, je veux dire, c'est sur ces 4 ans-là que tout va changer. Parce que le petit, s'il part, il partira entre ces âges-là. Karim a constaté que ces entraînements de football donnent un cadre aux enfants. Ces petits, nous, on est en contact toute la semaine avec eux, d'accord? Avec 2 entraînements en semaine, plus leur école, ceux-là, ils n'ont pas trop le temps de sortir après l'entraînement pour essayer de fréquenter à droite, à gauche. Bon, ça évite de faire certaines bêtises, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours la compétition, mais on a beaucoup maintenant ce fameux discours qui leur fait comprendre de faire attention. Dimanche, on joue. Quand on les lâche le vendredi soir, on leur explique attention, ce que tu vas faire vendredi soir, samedi, parce que nous, dimanche matin, il faut sur la telle heure. Donc, on essaye de leur enlever le temps qui pourrait servir de fameuse dérive. Voilà. Vous avez quel âge? 12. 9 ans. Alors, comment c'est la vie dans les quartiers nord aujourd'hui? On voit des images terribles, mais c'est comment les quartiers nord aujourd'hui? C'est bien. C'est très bien. Ouais. C'est tranquille ici à Consola, non? Oui. C'est bien et on s'amuse beaucoup dans ce stade. Ouais. C'est le stade principal de Consola. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Moi, je veux faire footballeur. Vous voulez tous faire footballeur? Ben oui. Moi, je veux faire police. Tu veux faire quoi? Police. Tu veux faire policier? Ah bah viens nous raconter ça. C'est vrai, tu veux faire policier? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans la police? C'est déjà en prison. Tu veux mettre des gens en prison, toi? Ouais, donc il fait quelque chose. D'accord. Toi, tu es pour la loi, il faut que ça se passe bien, c'est ça? Et il faut respecter les gens, sinon tu les mets en prison. Allez, descends. Vas-y, moi. Ah là, tu t'es humilié nationalement. Il est très mauvais. Vas-y, c'est pour moi, Ah, putain! Oui! Seb, tu dis au revoir aux messieurs, on y va. C'est comme les gosses, on est obligé. Bon messieurs, salut.